À chaque fois que je parle de la DeFi et de la liquidité concentrée, on me pose toujours la même question. Ok, les rendements ont l'air super intéressants, mais concrètement, quels sont les risques? Et c'est exactement le réflexe d'un bon investisseur. Parce que quand tu découvres un système qui peut générer des rendements très élevés, bien au-dessus de ce que proposent les placements classiques, et qu'en plus ça se passe dans l'univers de la crypto, alors tu te dis forcément où est le piège, ou est-ce que c'est juste un scam? Le problème, c'est que la plupart du temps, on a tendance à parler soit uniquement des gains, soit de faire tellement peur avec les risques que tu finis par ne plus rien comprendre du tout. Donc dans cette vidéo, je vais faire quelque chose de très simple. Il y a trois catégories principales de risques. Certains sont surestimés, d'autres sous-estimés. On va les décortiquer ensemble, un par un. On va voir ensemble où tu peux réellement perdre de l'argent, quels sont les risques que presque personne n'explique correctement et surtout comment les évaluer et les éviter. Comme ça, à la fin de cette vidéo, tu sauras si la liquidité concentrée, c'est une vraie opportunité pour toi ou un risque que tu n'es pas prêt à prendre. Et on commence de suite avec le risque principal, et en tout cas celui qui est le plus spécifique à la liquidité concentrée, c'est-à-dire la perte impermanente. Donc quand on va fournir de la liquidité concentrée, on va fournir de la liquidité pour une paire d'actifs. La paire d'actifs la plus utilisée en finance décentralisée, ça reste quand même Ethereum USDC. Et regardons un petit peu de plus près qu'est-ce qui se passe quand on fournit de la liquidité pour cette paire. Si le prix de l'Ether baisse, on va vendre nos USDC et acheter de l'Ethereum. Enfin, pas vraiment, ça va se faire de façon automatique car c'est plutôt les investisseurs et les traders qui utilisent la pool de liquidité dans laquelle nous fournissons notre capital, nos Ethers et nos USDC qui vont vendre leurs Ethers et récupérer des USDC. Donc c'est ce qui se passe quand le prix baisse. Et c'est pour ça qu'on se retrouve avec plus d'Ethereum au fur et à mesure que le prix de l'Ethereum baisse. C'est la même chose quels que soient les actifs dans la pool. Au contraire, quand le prix de l'Ethereum monte, on va vendre nos Ethereum et acheter de l'USDC. Car les traders qui utilisent notre pool de liquidité, eux, vont venir acheter des Ethereum contre leurs USDC et donc déposer plus d'USDC dans la pool et prendre les Ethereum qui sont dedans. Donc au final, pour simplifier, lorsque le prix de l'Ethereum descend, et baissier, on va faire un DCA in, donc à la baisse. Donc là, en l'occurrence, c'est plutôt intéressant pour nous, car comparé à quelqu'un qui détiendrait 100% d'Ethereum, non seulement nous avons au départ de l'USDC dans notre pool de liquidité, donc nous sommes moins exposés à la baisse de cet Ethereum. En plus de ça, au fur et à mesure que le prix de l'Ethereum descend, si nous, on a des convictions plutôt positives au long terme pour l'Ethereum, on va en acheter de façon lissée à la baisse à la façon d'un DCA. Et cerise sur le gâteau, on génère des rendements grâce à la liquidité concentrée. Donc au final, c'est tout bénef pour nous dans un scénario baissier. En revanche, dans un scénario haussier, faire un DCA out à la hausse, c'est pas forcément quelque chose qui va nous intéresser. Car imaginons aujourd'hui on est à 2000 $ et le prix de l'Ethereum vient exploser à 3000 $, normalement on aurait fait plus 50%. Sauf que là, si on fournit de la liquidité dans une pool de liquidité concentrée, on va se retrouver à 100% en USDC dès qu'on arrive en haut de notre fourchette de prix, car les traders seront venus récupérer tous nos Ethereum et nous donner des USDC en échange. Ce qui fait que si le haut de notre fourchette de prix, c'est peut-être 2700 $, à partir de 2700 $, on ne profite plus de la montée du prix de l'Ethereum si on ne vient pas réajuster ou sortir de notre pool de liquidité, car on est 100% exposé à l'USDC. En plus de ça, même avant d'arriver en haut de notre fourchette de prix, au fur et à mesure que nous sommes montés en prix de l'Ethereum, nous avions une proportion de plus en plus importante d'USDC et donc nous profitions de moins en moins de la montée du prix. Donc là, bien que, comme dans les scénarios où le prix de l'Ethereum descend, on a généré des rendements, s'il y a beaucoup de volume, normalement, on a des rendements plutôt intéressants, mais ces rendements vont avoir beaucoup de mal à compenser le manque à gagner que nous avons à ne pas être exposé au prix d'un actif qui est en train d'exploser. Si on a vraiment une accélération très importante, c'est là que la perte impermanente a le plus gros impact sur nos actifs. Mais dans ce cas-là, que faire? En marché haussier, il vaut mieux opter pour des paires d'actifs corrélés. Car comme on l'a vu en marché baissier, au final, fournir de la liquidité entre un actif volatile et un stablecoin, c'est plutôt intéressant car on fait des rendements, on s'expose moins à la perte de prix et de valeur de l'actif volatile, et en plus on fait un DCA à la baisse, donc si c'est un actif pour lequel on a des convictions, c'est tout bénef. À la hausse, comme je viens de vous le dire, paire corrélée. Pourquoi paire corrélée? Une paire corrélée, ça va être deux actifs, tous les deux volatiles, dont le prix évolue ensemble. Si on va sur le site Crypto Correlation, on va pouvoir sélectionner un actif dans notre choix, donc là on va rester sur notre exemple de l'Ethereum, et on va regarder sur les 30 derniers jours. Là on voit l'évolution du prix de l'Ethereum sur les 30 jours, et on peut voir quels sont les actifs avec lesquels l'Ethereum a la meilleure corrélation. On voit pas mal d'actifs, du Chainlink, du Bitcoin, du XRP, du Solana, du Sonic, qui ont tous
un indice de corrélation à plus de 0,90%. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand l'Ethereum monte de 1 dollar, le prix du Solana monte de 0,956 centimes de dollar. Donc le prix évolue de façon très similaire. Et ça, c'est vraiment à notre avantage, car un indice de corrélation de 0,90, ça veut dire que nous sommes impactés de 90% moins par la perte impermanente. Donc forcément, en marché haussier, si on a un Ethereum qui accélère, on va vouloir l'appairer à un autre actif qui va accélérer et gagner en valorisation lui aussi pour pouvoir profiter de ce gain de valorisation, de ce marché haussier, d'un éventuel bull market, tout en continuant à générer des frais. Et là, lorsqu'on n'a que 10% de la perte impermanente qu'on aurait normalement en étant par exemple appairé un stablecoin, dans ce cas-là, il est très simple de s'assurer que nos rendements vont surperformer les 10% restants de la perte impermanente, que notre stratégie de fournir de la liquidité est plus intéressante qu'une stratégie classique où on vient juste détenir les actifs de notre perte. Donc voilà pour la perte impermanente, son fonctionnement et comment on peut faire pour soit en profiter quand le marché est baissier, soit la minimiser au maximum quand le marché est haussier. Le deuxième risque pour moi, et qui est bien souvent trop sous-estimé par un excès de confiance des investisseurs, c'est le risque humain. On peut avoir très souvent des acteurs malveillants en crypto qui essaient de faire du phishing, comme à l'époque quand on essayait de récupérer votre compte Facebook ou Netflix en vous redirigeant vers un faux site où on vous demandait de vous reconnecter. Sauf qu'ici, on ne va pas récupérer tes identifiants Facebook pour essayer d'arnaquer ta grand-mère, on va t'amener sur un faux site Uniswap pour que tu connectes ton wallet et que ce dernier se fasse siphonner. Si tu as des gros montants sur tes wallets, ça peut être quelque chose de dramatique. Donc il faut faire très attention, ne jamais passer par un lien qu'on vous donne en message privé, en recherchant sur un moteur de recherche type Google, Safari, etc. Ou alors sur les liens partagés sur les réseaux sociaux qui ne viennent pas du compte officiel de la plateforme. D'ailleurs, c'est dans ce cadre-là que nos guides pratiques au sein de la communauté Crypto Liquidity sont très pertinents. On a plus de 63 guides pratiques, tout type de plateforme, tout type d'outils et tout type de besoins. Et grâce à ça, quand nos membres ont besoin d'aller sur un échange décentralisé, un outil pour faire un bridge, un swap, fournir de la liquidité, rechercher des opportunités, quel que soit le besoin, ils ont un lien sûr qui a été vérifié, sur lequel ils peuvent cliquer en étant sereins, et après ça, venir le mettre en favori, et aller consulter uniquement les sites que vous avez déjà vérifiés, que vous avez enregistrés en favori. Après, bien entendu, pour ceux qui ne sont pas membres de Crypto Liquidity, bon bah déjà, qu'est-ce que vous attendez? Mais plus sérieusement, les méthodes que moi, par exemple, j'utilise pour aller chercher le lien d'un nouvel outil, c'est soit aller sur les réseaux sociaux et chercher le compte officiel de l'outil, m'assurer bien que c'est le compte officiel. Là, normalement, on devrait avoir un lien sûr, ou alors aller tout simplement sur DeFi Lama. Avec DeFi Lama, on va pouvoir retrouver le lien du site et on saura que c'est le bon tout simplement car c'est celui qui a une TVL cohérente. Par exemple, si je cherche Uniswap ou AAV, je sais que je vais avoir des milliards et des milliards de TVL et même s'il y a des copies malveillantes, ces autres copies-là n'auront pas cette TVL, donc ça sera facile à trier et à me retrouver sur le bon site. En tout cas, jamais passer par Google. Deuxième erreur humaine, erreur de transfert. Bon là c'est un classique, mais on peut se faire piéger par excès de confiance encore une fois. On envoie au mauvais réseau ou à la mauvaise adresse, et dans ce cas-là, aucun recours. Si vous envoyez des fonds avec un wallet Ethereum, que ce soit depuis un échange centralisé ou un portefeuille décentralisé, vers un réseau qui n'est pas supporté, type Solana, Sui, dans ce cas-là, les fonds ne vont pas se contenter de ne pas arriver sur le bon réseau, comme si par exemple vous envoyez des fonds depuis un wallet Ethereum vers un wallet Binance ou Arbitrum, mais ils vont carrément ne jamais arriver. Donc là, vous avez des fonds bloqués et vous n'avez aucun recours pour les récupérer. Pareil, si vous vous trompez d'adresse, dans ce cas-là, les fonds vont bien arriver sur l'adresse de destination, et peut-être que cette adresse est soit inutilisée, soit tout simplement de quelqu'un que vous ne connaissez pas, et là pour aller savoir qui est derrière le wallet, le contacter, et qu'il vous rende vos fonds, autant dire que vous les avez perdus. Donc toujours bien vérifier les adresses et le réseau de destination, et savoir que pour envoyer des fonds sur un autre réseau, il faut faire un bridge avant d'exécuter la transaction. Troisième erreur humaine, le slippage mal paramétré. Si le slippage est trop haut, vous allez vous faire attaquer par des attaques qu'on appelle sandwich, par des mevbots qui vont venir exécuter une transaction plus rapide en payant plus de frais de gaz avant vous pour venir profiter de votre trade et vous n'allez pas recevoir la totalité des fonds que vous aviez utilisés pour faire cette transaction. S'ils sont trop bas, bien entendu, dans ce cas-là c'est moins dramatique, mais vous allez perdre des frais de gaz étant donné que les transactions vont échouer en boucle et vous n'allez pas forcément comprendre pourquoi c'est le cas. Le vrai risque c'est surtout le trop haut. L'exemple le plus parlant ça reste quand même un utilisateur qui avait tenté de faire un swap de 50 millions de dollars en USDT contre des tokens AAV en utilisant un agrégateur sur la blockchain Ethereum.
Par manque de liquidité pour une transaction de cette taille, un slippage énorme a été simulé et un pop-up de prévention s'est affiché, mais l'utilisateur était sur son téléphone et il a signé sans regarder ce que ça voulait dire. Résultat, seulement 337 tokens avaient reçu, soit une valeur d'à peu près 36 000 dollars, ou une perte de plus de 49,9 millions de dollars. Donc la DeFi, ça rend le contrôle sur son capital à tout le monde. Encore faut-il savoir en fait de ce contrôle. La règle, c'est toujours de s'assurer du price impact sur les échanges que vous allez réaliser. Le price impact va toujours être simulé lorsque vous utilisez un agrégateur ou même un échange décentralisé. On va vous donner la valeur en dollars des tokens que vous avez actuellement et que vous voulez échanger, ainsi que la valeur en dollars des tokens que vous allez recevoir. Assurez-vous que cette valeur est cohérente et idéalement, essayez d'avoir moins d'1% de différence entre ces deux valeurs. Si vous avez plus, il est très probable que votre slippage soit mal paramétré et trop élevé. Vous risquez alors de vous faire attaquer en sandwich et de perdre des fonds. Bien entendu, ça dépend aussi de l'actif que vous allez échanger. Si vous échangez un stablecoin contre un stablecoin ou un stablecoin contre de l'Ether ou du Bitcoin, dans ce cas-là, on peut viser du slippage et des frais très bas. Si vous allez échanger le dernier même coin qui est avec une volatilité extrême, ici évidemment, on peut accepter un slippage plus important par manque de liquidité ou juste par le fait qu'il y ait beaucoup de volatilité. Mais vraiment faire attention à ça, car comme vous l'avez vu avec cet exemple, ça peut être dévastateur. Et enfin, le troisième risque, ça va être le smart contract. Ces contrats automatiques, ils s'exécutent sans intermédiaire et c'est la base de toutes les applications en finance décentralisée que nous venons utiliser, que ce soit les échanges décentralisés, les protocoles de lending et borrowing, absolument tout en DeFi marche grâce à un smart contract directement disponible sur la blockchain. Ces contrats, comme dit précédemment, ils sont automatiques, ça veut dire que personne ne peut changer les règles en cours de route. Et ça c'est génial car c'est ce qu'on appelle des contrats trustless sans avoir besoin de faire confiance car tout est figé dans le marbre et les paramètres sur lesquels nous nous sommes mis d'accord, qui sont écrits dans le smart contract, seront toujours exécutés à la lettre. En revanche, personne ne peut l'arrêter si ça tourne mal, et si on a une faille dans un smart contract, que ce soit un bug de code de par le développeur, donc qui n'est pas forcément intentionnel, ou alors un exploit ou un hack, quelqu'un qui va exploiter une faille pour essayer de sortir des fonds du smart contract, il peut arriver que vous ne soyez pas en sécurité. Que ce soit des fonds volés ou des fonds drainés en cas de bug de code ou d'un exploit ou d'un hack, il faut toujours prendre ses précautions avant de signer et de donner des autorisations à un nouveau smart contract, à une nouvelle application décentralisée. Comment on évalue la fiabilité? La durée d'existence du protocole, c'est déjà un gage de confiance, mais encore plus la TVL. Pourquoi la TVL c'est important? Car ça veut dire qu'une TVL élevée est une cible attractive pour les hackers. Donc si une TVL élevée qui existe depuis longtemps, plusieurs mois, plusieurs années, n'a toujours pas eu de problème, n'a toujours pas été hackée, il est très probable qu'il n'y ait pas de faille à exploiter, car des applications comme Uniswap ou Aerodrome qui voient des milliards de dollars de volume tous les jours, s'il y avait une faille disponible pour venir extraire une partie de cette valeur ou la totalité, croyez-moi que ça aurait déjà été trouvé et exploité. Ici, on peut leur faire confiance, et après pour les protocoles plus jeunes ou avec moins de TVL, toujours vérifier qu'il y a des audits publiés, que ces audits ont été réalisés par des acteurs de confiance. Et après les bug bounty, c'est également un bon indicateur, c'est pas obligatoire parce qu'il faut déjà que le protocole ait pas mal de capital et de budget pour opposer ça, mais ça veut dire qu'il va y avoir des white hackers, comme on appelle ça, qui vont venir chercher toutes les failles et dès qu'ils en trouvent une, au lieu de l'exploiter, ils la signalent et ils récupèrent une prime. Donc comme je vous le disais, protocole établi, risque faible, protocole nouveau sans audit, risque majeur, surtout pas y aller, même si les récompenses peuvent être alléchantes, le risque est trop important pour moi de me faire siphonner mon portefeuille juste pour profiter d'une opportunité. Si l'opportunité est vraiment trop alléchante, je vais créer un portefeuille dédié avec moins de capital que je vais lui connecter au smart contract et pas utiliser mon portefeuille principal. Donc voilà pour les trois risques principaux, la perte impermanente, le risque humain et les smart contracts. Pour la perte impermanente, comme je vous l'ai expliqué, on peut au final la mettre à profit en marché baissier et la minimiser en marché haussier à partir du moment où on applique les bonnes techniques et les bonnes stratégies suivant les conditions du marché. Pour les risques humains, à partir du moment où on prend les bonnes précautions et qu'on a pris le temps de bien comprendre tous les risques et comment les éviter, on peut les éliminer à 100% car au final le risque c'est nous. Et pour les risques de smart contract, à partir du moment où on reste sur les gros protocoles avec les fortes TVL, ici pas de risque, moi je préfère mettre mes fonds sur une eSwap qui sont disponibles sur la blockchain de façon transparente et que je peux retirer à tout moment, plutôt que sur des échanges centralisés où je n'ai pas le contrôle sur mes fonds et où ce qui se passe avec mon argent est totalement opaque, ça peut mal tourner, on l'a vu à maintes reprises, notamment avec FTX. Donc maintenant que les risques sont clairs et que j'espère tu comprends mieux,
Je t'invite à regarder la vidéo qui s'affiche à l'écran dans laquelle je t'explique comment faire 40% de rendement net annuel sur tes bitcoins pour voir si ça vaut vraiment le coup de s'exposer à ces risques et qu'est-ce que ça peut te rapporter.